On s'ennuie. Marois Risquier, députée de Saint-Laurent. Bonjour, bienvenue. Merci. On s'est ennuyé de vous? Moi aussi. OK. Comment vous allez? Parce que c'est quand même tout des montagnes russes d'émotions et de politique, comme on n'aime pas nécessairement l'affaire que vous avez vécue. Vous allez comment? Je vais bien. Ouais. Compte tenu de tout ce qui est arrivé, aujourd'hui, je me sens bien. Je suis à la bonne place. Ça a été très difficile. Puis évidemment, je ne souhaite à personne de vivre ce que moi j'ai vécu, ce que mon mari a vécu. Ça a été très difficile. Je pense que ça a été encore plus difficile pour mon conjoint. Il en a parlé d'ailleurs ouvertement, comment ça l'a grandement affecté. Moi, je suis, je dirais, très en paix avec tout ce que j'ai pris comme décision. Des décisions dont j'ai été forcée à prendre. Et sincèrement, aujourd'hui, la femme qui est devant vous, oui, elle est indépendante puis elle est très libre. Est-ce qu'il y a eu changement? Après tous les événements de l'automne, il y a eu changement de chef. Un nouveau chef arrive en février, Charles Milliard, qui n'a pas été mêlé du tout aux autres affaires, mais qui décide quand même de ne pas vous ramener dans le caucus. Il y a des gens dans la population qui voyaient ça comme une évidence. Il y a eu les affaires avec Pablo, mais lui, Milliard, il va vouloir la ramener. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il a dû prendre une décision très rapidement, mais au moins, il a la délicatesse, lui, de m'appeler, même de me rencontrer. Il a fait ça de façon très humaine. Et lui aussi, il n'avait rien demandé de tout ça, comme moi. Donc, il était face à une situation et il n'a pas tous les éléments pour prendre une décision. Mais moi, comme je l'ai dit, on m'a déjà divorcé en décembre dernier. L'ex-chef m'avait mis à l'extérieur du parti. Cette journée-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la une du Journal de Montréal où est-ce qu'il y avait les enveloppes brunes. Et finalement, la réaction de l'ex-chef, c'était de me mettre dehors du Parti libéral du Québec. Moi, j'avais appris cette nouvelle-là alors que je conduisais à la radio. Personne ne m'avait appelé, personne ne m'a prévenu. Donc, j'ai eu ça comme aucune explication. Puis à ce jour, j'ai jamais eu d'explication. Là, vous l'avez sur le cœur, là, de vous faire exclure du parti sans... Disons qu'après avoir été pendant 7 ans et demi au sein de la formation politique, à tous les rendez-vous, avec toute la rigueur et l'intensité qu'on me connaît, j'aurais souhaité avoir une fin différente, bien évidemment. Et moi, j'ai rien demandé de tout ça. Moi, je n'ai que subi et j'ai dû prendre des décisions. Ouais. Vous dites que vous n'avez rien demandé, vous avez subi, mais l'impression qu'on a, c'est que dans le caucus libéral, il y en a qui disent que tout est arrivé par vous. Là. Peut-être parce que vous avez refusé de vous taire, mais il y en a qui considèrent que c'est vous qui a mis le feu. Là. Bien, j'ai pas refusé de me taire. J'ai parlé aux bons endroits, aux bonnes instances. Il y a des enquêtes qui sont présentement en cours, à savoir celle de la commissaire à l'éthique, à savoir le DGEQ au niveau pénal et à savoir l'UPAC au niveau criminel. Et moi, la femme qui est devant vous, au-delà d'être une politicienne, est aussi avocate, officier de justice, et je crois sincèrement en nos institutions. Et le silence que je garde depuis le mois de novembre sert aussi à préserver l'ensemble des processus d'enquête qui sont en cours. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient savoir tout ce que je sais. Ça viendra un jour, mais par ailleurs, je crois que lorsqu'on est une élue, si vous le permettez, on prête aussi un serment envers le peuple québécois, qui est aussi de chercher la vérité. Puis des fois, la vérité peut être confrontante pour ceux qui sont peut-être pas prêts à la voir. Mais moi, une fois que je suis devant une situation, je dois agir conformément avec tous les codes qui me gouvernent. OK. Il y aura 2 questions que j'ai en tête. Je vais les poser une à une. D'abord, sur ça, vous dites qu'il y a des enquêtes là, qui sont en cours. Vous avez la conviction que quand ces enquêtes-là vont aboutir, toutes les vérifications vont avoir été faites, les questions posées, les documents analysés, le public va mieux comprendre ce que vous avez fait. Bon, le public a déjà compris. Vous parlez du caucus, je vous ai répondu pour le caucus. Non, mais le public a compris. Ben, je pense que le public a confiance en vous, mais dans le détail, il ne sait pas exactement de quoi on parlait, tout à fait, qu'est-ce qui s'est passé. Il reste du flou, là. Bien, le flou, écoutez, il y a quand même eu l'article de Tommy Chouinard qui a parlé quand même de certains articles du Code criminel que l'UPAC regardait, à savoir malversation, trafic d'influence, abus de pouvoir. Je pense que c'est quand même des chefs d'accusation qui ont une portée assez importante puis qui viennent avec des conséquences tout aussi importantes. Le DGEQ, il faut savoir que c'est du pénal là, quand même. Là. On ne finit pas en prison, mais on finit généralement avec des chefs d'infraction qui viennent avec des amendes et aussi une inéligibilité pendant 5 ans à se présenter à tout poste électif au Québec. C'est pas de la petite bière. L'autre question, c'est si vous aviez, on se la pose tous, si vous aviez à reprendre, parce que pas à un moment donné, un jour, vous avez poussé sur un premier domino, là, vous avez dit c'est pas acceptable, puis là, ça a déboulé. Là.
si vous étiez replacé dans cette position-là, de te repousser sur le premier domino en sachant maintenant c'est tout ce qui va basculer après, vous le referiez? Vous diriez, c'est mon devoir, je devais le faire? Monsieur Dumont, pensez-vous sincèrement, avant de faire ce que j'ai fait, j'ai pas pensé à tout le cheminement possible qui pouvait arriver, toute l'arbre décisionnelle? Toute l'arbre décisionnelle a été fait. J'ai été accompagnée très correctement dans ma prise de décision. Puis, en définitive, quand on fait de la politique, la seule chose qui nous reste qu'on ne pourra jamais acheter, c'est son intégrité. J'ai tout fait pour préserver mon intégrité et celle de mon parti lorsque j'étais chef parlementaire. Donc, à votre question, pourquoi je dis que je suis en paix avec moi et les décisions que j'ai dû prendre, c'est parce que je sais que je l'ai fait conformément avec toutes les règles qui nous gouvernent au Québec. Comment vous voyez la suite pour le Parti libéral? Je veux dire, je serais quasiment tenté de vous demander, allez-vous voter libéral à la prochaine élection? J'habite dans le comté de mon mari, certainement. Je vais voter pour lui. OK, je comprends. Ça règle la question. Mais vous devez quand même avoir une déception du parti parce que vous y avez investi beaucoup, vous avez investi votre crédibilité, votre temps, votre passion. Il doit y avoir un côté, une déception. Je regrette pas ce que moi j'ai fait. Je regrette pas avec. J'ai eu, moi, la chance de travailler, de mener des combats avec une équipe extraordinaire, des recherchistes incroyables. Puis ces gens-là, c'est sûr qu'ils continuent à travailler, puis ils sont bons, puis ils croient. Moi, j'ai pu circonscrire, je crois, du mieux que j'ai pu, ce que j'ai vu, ce que j'ai su. Puis, par la suite, je l'ai dit, le reste ne m'appartient pas. Ça va être au Parti libéral du Québec de se gouverner en conséquence. Puis, éventuellement, je pense qu'il va peut-être avoir un éclairage qui va venir, mais ne pourra pas venir de moi directement. Je vais laisser, évidemment, ceux qui sont en situation de faire des vraies enquêtes, de les mener à terme et de pouvoir peut-être donner des réponses à ceux qui ont encore des points d'interrogation. Vous comprendrez que moi, dans mon cas, j'en ai plus de points d'interrogation. Je comprends bien. Si vous faites une sortie publique aujourd'hui, c'est sur la fécondation in vitro, mais votre texte qui est publié dans le journal, il est plus large là, sur le fait... les chiffres sont publics. Là, la natalité est un point très, très bas au Québec. Vous pensez que c'est un des moyens qu'on devrait prendre pour aider les familles qui veulent avoir des enfants à en avoir? Absolument. Moi, je pense que même qu'on devrait avoir une vraie politique nationale pour aider les familles. Bon, regardez, vous êtes économiste, moi, je suis fiscaliste. Donc, parlons de chiffres, là. En ce moment, juste dans le budget de la santé, on consacre moins d'1 % pour aider les couples ou les personnes qui ont un projet solo d'avoir un enfant. Ça parce que, présentement, il faut savoir que l'infertilité, c'est une maladie, pas uniquement au niveau de l'OMS, là, même ici au Québec, dans nos lois à nous, mais c'est la seule maladie que vous devez sortir votre carte de crédit. Trouvez-vous ça normal que pour une vasectomie ou pour se faire ligaturer les trompes de Fallope, c'est gratuit, c'est couvert par la RAMQ, mais une personne qui souffre d'infertilité, on lui demande de sortir encore sa carte de crédit. Moi, je trouve que c'est une aberration. Puis je suis très consciente... Sauf qu'en cette matière-là, le gouvernement, ça a été un tango là, depuis, ma foi, depuis 20 ans. Avance, recule, couvre, on a trop couvert, couvre plus, ça a été ça, là. 26 ans. Donc, tout repart à partir de l'an 2000, où est-ce qu'on se rend compte que, finalement, l'infertilité, c'est pas du tout couvert, mais l'adoption, on donne un crédit d'impôt de 25 %. À l'époque, c'est moi qui poussais pour ça. Ben oui. Oui, j'ai fait mes recherches. Puis vous avez aussi continué à pousser là-dessus, tellement que par la suite, il y a eu finalement 3 traitements de couvert. Après ça, on a sabré. On est revenu avec un seul traitement couvert. Mais la réalité, M. Dumont, c'est que ça prend plus qu'un traitement pour que ça puisse fonctionner. Puis d'autre part, les parents... Puis moi, je l'ai vécu... le traitement, les gens prenaient des risques. Là. Comme on était payé juste une fois, là, on en implantait plus, puis on se retrouvait avec les risques d'avoir des triplés, des complications. Moi, on m'en a implanté 2, dans les 2 cas. Donc oui, c'est un risque. Un risque que j'ai discuté avec mon médecin, mais moi, j'étais plus qu'heureuse d'avoir des jumeaux. Dans mon cas, dans le cas de mon mari, non. Mais il faut savoir que, oui, effectivement, il peut y avoir des risques supplémentaires. Mais quand je dis qu'il faut redevenir fou de nos enfants, c'est que c'est au-delà de... Ça, c'est pour moi, c'est un des aspects qu'on doit vraiment régler. Là, pour moi, c'est une aberration que ça soit encore non couvert par notre régime alors que c'est une maladie. Mais d'autre part, il y a de plus en plus de gens qui vont repousser le projet parental, qui vont dire « J'aimerais ça avoir une maison pour accueillir mon enfant. » Mais aujourd'hui, acheter une maison versus la génération de mes parents, on est vraiment rendu ailleurs en termes de chiffres. Alors, c'est toute cette politique, même fiscale, que je dois vous dire qu'on devrait revisiter davantage pour aider les familles. Parce que vous concluez votre texte en disant... C'est ce qu'on a de plus précieux. Absolument. Ça demeure notre première ressource. Vous savez, il y a du monde qui m'écrit « Oui, mais moi, j'en veux pas. » C'est correct. Il n'y a personne qui va vous forcer. Mais moi,
quand je rencontre des gens, quand je vais à la clinique de fécondation de fertilité, puis qui me racontent là, des vraies histoires, qu'ils ont dû attendre 1 an pour économiser, pour refaire leur portefeuille, pour être capable de payer l'autre 10 000 parce que c'est environ 10 000 à chaque fois que vous allez essayer. Là. Mais finalement, là, pendant ce temps-là, vous avez l'horloge là, biologique qui est réelle. Puis par la suite, vous vous rendez compte que vous avez maintenant 40 ans puis que vos chances continuent à décliner. Alors moi, je ne comprends pas qu'on ne s'est pas donné une vraie politique. Puis je dis dans ma lettre, est-ce que c'est normal que notre régime médical de procréation assistée soit sur le bon vouloir d'hommes ou de femmes politiciens qui décident, bon, moi, ça me tente d'en courir 3. Oh non, moi, ça va être 1. C'est un yo-yo constant. Est-ce qu'on peut le régler une seule fois et dire, cette fois-ci, on l'ancre? Puis c'est pour ça que j'invite tous les partis politiques. Il y a des gens qui aspirent à être premier ministre du Québec, d'autres que ça va arriver plus tôt qu'on le pense. Alors, on va probablement avoir un nouveau premier ministre ou une nouvelle première ministre du Québec dans les prochaines semaines. Prenez vraiment un engagement qui va tout changer pour bien des familles. Marois Risky, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Au revoir.